Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme on en parle depuis plusieurs semaines, on va faire l'analyse du projet Arbitrum. Donc on va commencer comme d'habitude par une présentation, parler brièvement de ce que c'est. On ira plus précisément ensuite dans l'aspect technologique, quels sont les cas d'usage et quelle est la technologie derrière, notamment on va parler des roll-ups. On va parler bien évidemment de la tokenomique et c'est sûrement le point le plus important, avec qui contrôle les tokens, comment est-ce que ça fonctionne, quelles vont être les émissions, les répartitions, etc. au niveau du token. Très très important parce que c'est ça qu'on achète, ne l'oubliez pas. Enfin, je vous ferai un point global de mon point de vue via les forces et les faiblesses et on ira voir pour terminer la vidéo graphiquement à quoi ça ressemble. Mais pour le moment, vous en doutez, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc déjà, Arbitrum, c'est en 33e position. C'est assez impressionnant. Le token vaut 1,70$ à peu près, une capitalisation de 2 milliards et des volumes de plus de 2 milliards sur les dernières 24 heures. Donc évidemment, la journée d'hier a été positive, il y a eu de l'activité, mais ça traduit quand même d'un certain intérêt pour le token quand on a des volumes aussi importants et qui dépassent la capitalisation. C'est quand même pas quelque chose de très très commun, donc notable. Le token a été listé le 23 mars, donc il y a moins d'un mois, ça fait à peu près 3 semaines au moment où je fais la vidéo. Assez impressionnant du coup, son positionnement, sa valorisation et les échanges dessus. Je pense que tout ça a été globalement drivé par une certaine hype. Bien évidemment, le token est utile, hein, et surtout le projet attire, mais il y a eu une hype notamment due à l'airdrop, et je pense que c'est ça qui a beaucoup participé à la popularité du projet et à sa diffusion au sein globalement des différents réseaux, qui a du coup créé en fait cet attrait pour le projet dans son ensemble et pour le token. Malheureusement, on a quand même eu un scandale depuis début avril au niveau des fonds, de l'utilisation de certains fonds. C'est-à-dire que euh, l'entreprise a utilisé certains de ces tokens, les a revendus pour en fait se générer du cash et financer une partie de son activité. Le problème, c'est que ce n'est pas passé par un vote des différentes personnes qui font partie de la gouvernance. Donc ils n'ont pas émis de vote, ils l'ont fait entre guillemets à l'insu des personnes qui détiennent du token et de la DAO, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas en fait prévu. Et vu que c'était pas dans la tokenomics initiale, c'était pas dans le white paper initial, du coup ça crée une espèce de litige. Et en fait, on est toujours dans une situation où on a une partie des gens qui sont juste pas d'accord avec ce qui s'est passé. On essaye du coup, enfin quand je dis on essaye, moi je fais pas partie de la chose, hein, j'observe simplement, mais du coup il y a des tentatives de faire revenir en fait l'argent, de rétablir les choses comme elles étaient avant, mais pour le moment ça ne passe pas. Et c'est là qu'on va voir en fait le rôle très important de la gouvernance et de qui détient les tokens. On ira voir ça du coup dans la partie tokenomique. Donc je reviens sur ce que c'est en deux mots. Arbitrum, c'est un layer 2 sur Ethereum. Donc un layer 2, c'est tout simplement une seconde couche qui vient travailler avec la blockchain Ethereum pour améliorer ses performances. Donc aller plus vite, faire plus de transactions, coûter moins cher. Il y a évidemment déjà plein de concurrents, Polygon Matic que l'on connaît très très bien, il y a aussi Optimism, il y a Loopring, et il y en a en vérité plein plein d'autres. Donc c'est quand même un marché qui est un peu saturé, mais voilà, Arbitrum a l'air de trouver sa place, en tout cas pour le moment. Au niveau de l'ICO, c'est notable qu'ils ont levé en totalité à peu près 124 millions de dollars, c'est un petit peu moins que ça, et que ça a commencé, vous le voyez, le 3 avril 2019. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont investis dans ce projet depuis 4 ans et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds. C'est quand même notable. C'est-à-dire qu'entre vraiment les premières phases d'investissement et la création du token, la réelle euh, possibilité de revoir l'argent pour les investisseurs, il s'est passé 4 ans. Donc ça donne quand même une idée de l'étendue et du temps qu'il faut pour déployer ce genre de projet de façon pertinente. On continue du coup avec la partie technologie. Donc comme je le disais déjà au niveau des cas d'usage, on est sur un layer 2, donc le but c'est d'avoir des transactions plus rapides, moins chères et donc plus nombreuses sur ETH, hein, c'est désengorger ETH concrètement. Et notons qu'ils ont aussi l'idée de lancer un layer 3 qu'ils vont appeler Orbit. Et l'idée ici va plutôt être de permettre aux développeurs de déployer des programmes dans des langages de programmation plus populaires, par exemple du Rust ou du C++. Donc l'idée, ça va être d'avoir un espèce de SDK, en tout cas c'est ce que je comprends, on verra plus tard quand on aura plus d'informations, mais c'est cool de voir qu'ils ont en fait cette vision un peu long terme de déployer encore plus de choses. Donc au niveau du fonctionnement, la technologie derrière Arbitrum, c'est l'optimistic rollup. Donc les rollups, ça va être en fait des technologies utilisées par les layers 2 pour améliorer les performances d'Ethereum. Il y en a différents. Les deux principaux, les deux qu'on connaît le mieux, c'est les optimistic rollup, dont fait partie Arbitrum, et les ZK rollup, les Zero Knowledge Proof, dont on a déjà parlé précédemment dans certaines vidéos. Il en existe d'autres, par exemple les plasma, et certainement d'autres que je ne connais pas encore, mais les deux principaux, c'est ceux dont je viens de parler,
Et du coup, Arbitrum, l'idée, c'est que l'optimistic rollup est basé sur la bonne foi des validateurs. Je m'explique. On a des transactions et elles sont réalisées à un moment donné. L'idée, c'est qu'elles vont faire l'objet en fait, d'une période d'observation pendant 7 jours, et c'est au bout de cette période de 7 jours qu'elles seront réellement validées. C'est-à-dire que pendant 7 jours, les validateurs peuvent revenir en fait sur cette transaction et dire oui, là ça va ou ça ne va pas. Et dans ce cas-là, en fait, la transaction va être bloquée. Donc vous voyez, on a une espèce de présomption d'innocence sur les transactions qui sont réalisées. Et si on prouve qu'effectivement il y a un problème, alors la transaction n'est pas valide. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, c'est beaucoup moins énergivore, ça coûte beaucoup moins à réaliser. Par contre, on a ce coût d'attente en fait. On doit attendre 7 jours. Donc c'est extrêmement long. Et donc je me demande vraiment comment ça va être vraiment implémenté et utilisé. Et on a cette réalité-là. Et donc, constatation évidente, c'est que c'est moins scalable que les autres propositions, notamment les ZK Rollup. Donc je vous propose ce petit graphique, ce petit tableau qui vient, me semble-t-il, de Cryptost. Il me semble que c'est de chez eux que ça vient. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait. Et où il y avait une comparaison des Optimistic Rollup et des ZK Rollup. Je vous invite à aller lire l'article qui est assez intéressant d'ailleurs dessus, qui est plutôt clair. On voit notamment que, par exemple, les Optimistic Rollup vont être plus chers, c'est-à-dire que le coût du gaz va être plus important, mais par contre que les calculs hors chaîne, eux, vont l'être beaucoup moins. Parce que le ZK Rollup, à l'inverse, va faire beaucoup de calculs hors chaîne et proposer en fait une image, un résultat, là où l'Optimistic Rollup va juste en fait avoir une période de décantation qui va être beaucoup moins coûteuse. Donc comment ça va s'arbitrer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va être le plus important du coup? Pour le moment, j'ai pas l'information. Là où on voit la grosse différence, c'est au niveau de la rapidité, le délai de retrait. Hein, comme on l'a dit, il y a une semaine pour les Optimistic Rollup, donc c'est extrêmement long. Là où les ZK Rollup sont beaucoup plus rapides, parce que dès qu'il y a un nouveau lot, un nouveau lot de transactions, un nouveau groupe de transactions, eh bien on va avoir le résultat de celle qui vient d'arriver. Donc évidemment, c'est bien plus rapide, hein, c'est plutôt de l'ordre de quelques minutes, voire peut-être quelques secondes. Hein, j'ai pas forcément les chiffres en tête, mais vous avez l'ordre de grandeur. Et au niveau de la complexité technologique, là personnellement je n'ai pas les outils, mais il semblerait que les Optimistic Rollup soient plus accessibles et aussi plus faciles à généraliser parce que plus proche du réseau principal. Donc ça, c'est deux catégories que je peux moins observer, mais qui est quand même intéressant de partager à mon avis. Je vous propose qu'on continue du coup avec la tokenomique, et là il y a quand même des choses importantes à dire, et encore une fois, je reviens dessus, c'est important de vérifier la tokenomique parce que c'est ça que vous achetez, c'est une tokenomique avant tout. Donc, première chose qu'on voit en haut à droite, l'offre en circulation, c'est 1,2 milliard de tokens. Et on voit qu'on n'a pas d'offre maximale, donc ça veut dire que potentiellement, on a une offre qui peut être illimitée, on peut avoir de la création de tokens, même si pour le moment, on n'a pas de détails dessus. Et on a une offre totale de 10 milliards. Donc vous faites le rapport, il y a à peu près 12%, 13% de tokens qui sont émis, d'accord? Pour être précis, c'est 12,75% qui sont émis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le reste va être à émettre. Et donc il faut savoir dans quelle période, dans quel délai. C'est-à-dire qu'on a 83% de tokens à émettre. C'est considérable. Et vous avez évidemment le vesting schedule juste en dessous. Donc vous le voyez, actuellement, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. C'est-à-dire que l'émission va commencer à partir de juin 2024, donc dans un an. C'est-à-dire que là, pendant un an, les tokens que vous achetez, bien évidemment, peuvent monter, peuvent baisser, mais ils ne vont pas subir de pression vendeuse. C'est-à-dire que les investisseurs qui sont investis depuis longtemps, certains depuis 2019, on l'a vu, la team, qui a l'essentiel encore des tokens à émettre, du coup, ne sont pas encore autorisés à vendre leurs tokens. Ils n'y ont pas accès, donc pour le moment, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra vraiment se poser des questions dans un an, vraiment surveiller comment ça va se passer, parce qu'il va y avoir en fait de l'émission de tokens, et ce jusqu'à mi-2027 à peu près. Donc vous le voyez, en l'espace de 3 ans, ils vont émettre 85% de leurs tokens. C'est beaucoup. Ça fait 30% d'émissions de tokens par an. C'est énorme. Et quand je dis 30%, c'est 30% de l'offre totale. Hein. Par rapport à l'offre en circulation, on va faire en gros x3 la première année, puis x2. Donc c'est vraiment beaucoup. Ce sera à prendre en compte, ça créera une pression. Donc en fonction du cycle de marché où on est, de la hype, etc., de comment ils proposent par exemple de stacking, etc., enfin les récompenses de stacking, ça peut être endigué, mais il peut vraiment y avoir quelque chose ici, donc il faudra y faire attention. Maintenant que ça c'est dit, et c'est quand même le gros point, on va parler un peu de chiffres. Donc au niveau de la répartition, on voit que la DAO a presque 43% des tokens et la team presque 27%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros 70% des tokens sont gérés par les personnes qui ont créé le token.
Donc vous comprenez qu'en fait, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, et c'est bien pour ça que les votes, globalement, ont du mal à passer, parce que les tokens sont extrêmement concentrés. Et honnêtement, j'espère que dans le temps, ils vont se délester un peu de leurs tokens, qu'ils vont en vendre, et qu'on aura une répartition plus équitable, parce qu'au final, les investisseurs ont à peu près 18%, l'airdrop c'était à peu près 12%, et l'écosystème à 1%. Donc vous comprenez que on a une grosse centralisation des tokens pour le moment, et que globalement, si ce qui vous intéresse, c'est choisir dans quel sens va aller le projet, bah, vous aurez très peu d'impact parce que la DAO et la team font globalement ce qu'ils veulent pour le moment. Ce qui est ok, hein, je veux dire, c'est leur projet, mais il faut le savoir. Au niveau du coup de la répartition sur les échangeurs, il n'y a pas grand chose à dire. Binance a un peu moins de 4%, et pour le reste, on est en dessous des 1%, mais vous le voyez, c'est pas eux qui ont un impact pour le moment. Au niveau des réseaux sociaux, on voit que Twitter, on est à peu près à 700 000, Reddit 6 000, ils ont 1,5 star sur GitHub, donc ça c'est pour la note en termes d'impact, enfin de présentation de données sur GitHub. Pour le moment, je suis encore dubitatif par rapport à ça. Je vous donnerai mon avis là-dessus quand j'aurai vraiment creusé la question et pour savoir vraiment ce que ça vaut. Chose intéressante, la dernière fois que j'ai vérifié, ils avaient un peu plus de 2 milliards de TVL, ce qui est quand même plutôt bien. C'est quand même un chiffre intéressant. Et avec une grosse dominance du protocole GMX, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Vous le voyez, presque 25% de dominance du protocole GMX. C'est clairement quelque chose d'intéressant. Et que du coup, si l'écosystème Arbitrum se développe bien, on peut voir potentiellement GMX aussi se développer. Donc ça peut être intéressant, si on investit dans Arbitrum, d'aller regarder pourquoi pas investir dans GMX, si on veut parier sur cet écosystème-là de façon un peu plus précise. Donc maintenant qu'on a fait le tour de ça, on va voir quelles sont les principales adresses. Et vous le voyez, il y a une concentration qui est raisonnable, sauf pour à peu près 3 adresses, qui sont l'une à 35, l'autre à 17, et la dernière à 7% des tokens, ce qui fait qu'on a quand même une concentration d'à peu près un peu moins de 60% des tokens qui sont extrêmement concentrés dans 3 adresses. Donc ça vient juste en fait corroborer l'hypothèse qu'on a fait précédemment, qui est que globalement le token n'est pas du tout décentralisé pour le moment. Donc j'aurais envie de dire, si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, faites attention à ça quand même, parce que du coup il y a certaines entités, certaines adresses qui peuvent avoir un impact très fort sur le cours du token. Et enfin, une petite map. Alors, elle date d'il y a un an, donc il manque plein de tokens, plein de projets, il manque plein de choses. Mais c'est intéressant de savoir quand même que déjà il y a un an, ils avaient beaucoup de relations au niveau de leur écosystème. On voit ils sont en lien avec beaucoup de wallets, beaucoup de tools, donc du coup d'outils. On a Chainlink, on a NKR, etc. etc. On voit qu'ils ont des marketplaces NFT, donc c'était il y a un an, donc je pense que maintenant il y en a nettement plus. On voit qu'il y a énormément d'apps qui travaillent avec Arbitrum. Donc globalement, on est quand même sur un projet qui est sérieux vis-à-vis de ces choses-là, qui a des choses à proposer et qui a de bonnes chances de pouvoir évoluer de façon solide. Bien évidemment, on n'est sûr de rien, mais quand on voit ce genre d'informations, c'est quand même assez rassurant, je trouve. Donc globalement, maintenant, je vais vous proposer ma conclusion en fait sur le projet tout simplement. Donc je dirais que le fondamental est bon, euh, pas grand-chose à reprocher de ce côté-là, c'est utile, c'est pertinent. Alors j'ai envie de mettre un petit haut là, jusqu'à ce que Ethereum se débrouille tout seul. C'est-à-dire que je pense que à force, dans les années à venir, Ethereum va bien finir par réussir à trouver tout seul des solutions pour coûter moins cher, pour être plus rapide. Donc est-ce que les roll-ups seront toujours aussi utiles à ce moment-là? Est-ce que les layers 2 seront toujours utiles à ce moment-là? Ben, j'ai envie de vous dire, on verra. C'est un peu un pari qu'on fait. Peut-être aussi sur le fait que les utilisateurs n'auront pas envie de changer. Mais c'est une question qui se posera. Pour le moment, pas du tout, elle se pose pas. Clairement, Ethereum est trop cher et trop lent. Mais dans les prochaines années, ça peut évoluer et à ce moment-là, ce sera peut-être moins pertinent. Mais pour le moment, c'est très bien. Au niveau de la roadmap, je trouve que c'est intéressant. Ils pensent déjà à beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses de prévues, notamment la Layer 3 à venir. Donc, ça, c'est bien aussi. Une hype qui me semble est toujours plutôt présente, hein. On le voit sur les volumes, on le voit sur l'intérêt quand même si évidemment c'est en baisse hein, depuis que l'airdrop est passé, mais globalement c'est un projet qui je pense est toujours assez vu d'une façon positive, même avec les problématiques au niveau de la DAO, donc c'est quand même plutôt euh, positif pour le moment. Une activité qui est quand même remarquable, hein, comme on l'a dit, et par contre, moi j'aurais été en préférence au niveau de la technique pour ce qui est ZK Rollup. Alors je suis pas assez poussé au niveau de la technologie pour vraiment émettre une critique pertinente, mais il me semble que le fait d'attendre 7 jours pour la validation, c'est quand même très long, et les ZK Rollup ont peut-être quelque chose d'un peu plus optimal à proposer en termes de performance. En tout cas, c'est mon opinion vis-à-vis des informations que j'ai pour le moment. Au niveau des gros points faibles, on a quand même un souci avec la DAO, et moi ça me pose quand même vraiment un problème de ce point de vue-là. J'aime pas trop ça. On a beaucoup de travail à fournir, à mon avis, pour arriver à leurs objectifs, mais globalement, on va leur faire confiance pour le moment.
Le fait qu'il soit déjà dans le top 50, par contre, pose la question. Est-ce qu'on ne serait pas sur un projet qui est déjà trop valorisé? Est-ce qu'on ne serait pas sur un de ces projets qui est survalorisé au début et qui en fait va aller sur une pente descendante après? C'est une question que je pose, une hypothèse, aucune certitude de ce côté-là, mais à surveiller. Et l'autre point, c'est qu'il y a quand même beaucoup de concurrents déjà. C'est-à-dire que Matic est quand même très apprécié et est dans le top 10. On a Optimism, on a, comme on a dit, Loopri, etc. Donc, il va falloir quand même réussir à se démarquer au-delà de ce qui est proposé pour le moment. On verra ce qu'ils sont capables de faire. Je pense pas que ce soit bloquant. Je pense qu'on peut quand même envisager d'investir sur ce token-là. Et on ira voir ça ensemble juste après. Juste sur les points tokenomiques. Essentiellement, pour le moment, c'est un token de gouvernance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grosse utilité au token Arbitrum pour le moment, me semble-t-il. Sauf que la gouvernance, ça n'a pas très bien commencé. Et comme je l'ai dit, au niveau de l'émission de tokens, on a en gros 12% de tokens qui sont émis. Il faut y faire très attention. Ça, on a un an devant nous. Mais dans un an, il faudra vraiment se poser des questions et vraiment prendre des profits si l'occasion se présente. En tout cas, c'est mon avis. Dernier point évidemment négatif, on n'a pas d'offre max, donc ça veut dire qu'à long terme, potentiellement, on peut créer des tokens comme on en a envie. Pour le moment, j'ai pas vu comment ça se ferait, mais ça peut être un problème. C'est-à-dire que ça peut être très bien géré et ne pas en être un, comme ça peut être très mal géré et être un problème. Donc on verra ce qu'ils font avec ça, mais moi personnellement, c'est quelque chose que je surveillerais beaucoup si je m'investissais de façon importante chez Arbitrum. Enfin, du coup, pour finir cette vidéo, on va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, on est en daily, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça a été émis le 23 mars, donc clairement, bah, il n'y a pas d'historique en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a eu ce petit range là quand ça a monté, donc entre 1,14 et 1,4 en gros. On a eu un joli pump sur la journée d'hier, donc on a cassé le range et on est allé jusqu'à 1,7. Là, on est légèrement en train de corriger. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Franchement, aucune idée. Avec l'historique qu'on a, c'est très difficile de le dire. Si on a une altcoin season, potentiellement oui, ça peut monter, parce que pour l'offre de tokens n'est pas si énorme que ça, et qu'on sait que pour il va pas y en avoir plus, donc potentiellement oui, ça peut monter. À titre personnel, là où j'aimerais en acheter, là où je m'attends à ce que le token aille, si on a un peu une chute des marchés, etc., c'est ici, en dessous de 0,8 en gros. Entre 0,5, 0,6 et 0,8, pour moi ce serait un prix vraiment intéressant pour acheter. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Arbitrum. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon week-end.